Cette semaine au Balado, on parle du livre 12 propositions pour un Québec vivant avec Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine. Libre Média, je suis votre animateur Francis Denis, aujourd'hui pour un épisode spécial en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons d'abord par vous, Claude Simard, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit au Libre Podcast. Oui. Jérôme, on va te donner la parole sous peu, mais on est réunis tous les trois pour parler de votre livre publié récemment chez Libère. Son titre, 12 propositions pour un Québec vivant. Alors, pardonnez-moi cette première question, mais un Québec vivant, est-ce qu'on a affaire à un Québec mort aujourd'hui, selon vous, Claude Simard? Disons, oui, on peut parler d'un Québec morne. 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 D'un Québec qui a perdu son dynamisme, d'un Québec qui, je dirais, renoncé à tous ces grands idéaux pour se limiter à une petite vie du quotidien, de la banalité, du bien-être, du matérialisme, etc., mais qui n'a plus d'essor ni intellectuel ni culturel. Claude Simard, vous êtes linguiste de formation, vous avez été professeur de didactique du français à l'Université Laval pendant une trentaine d'années. Oui. Donc, votre regard est celui d'un éducateur, quelqu'un qui a accompagné la jeunesse dans l'élévation intellectuelle pendant toute votre vie. Quel est votre regard précis sur l'éducation au Québec, la jeunesse d'aujourd'hui? C'est très difficile à dire. Je n'ai pas fait d'études très systématiques. Mais je pense que votre ressenti sur la question. La jeunesse aujourd'hui est peut-être dans une situation de désarroi. Elle n'a plus vraiment de... elle n'a plus de grande finalité. Elle est, elle est ballottée par toutes sortes d'idéologies, je pense, qui la rendent presque dépressive, presque anxieuse. Et il faut dire aussi que sur le plan économique, elle est dans une situation assez difficile. Vous savez, les bébés boomers vivent encore dans le bien-être, mais les jeunes, quand on regarde leur situation économique, on s'aperçoit que c'est assez tragique. Le travail peut manquer, même l'accès à la propriété leur est presque interdit maintenant. Hein. Donc, c'est une situation, je dirais, un peu dramatique pour la jeunesse d'aujourd'hui, oui. Ce manque de vitalité, cette angoisse qui les ronge et bien sûr cette situation économique qui les inquiète. Oui. Mais comme éducateur, quel est votre constat un peu sur la jeunesse ou les gens qui ont passé par votre professorat? Ouais. Vous étiez professeur, vous l'avez accompagné. Vous savez, moi je suis de l'ancienne école, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que l'éducation devait former l'esprit. Devait former des citoyens capables d'analyser avec clairvoyance les grands enjeux de la société et une société aussi qui s'intéresse à la culture, qui s'intéresse aux choses intellectuelles. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je dirais, moi, qu'au Québec, on a un anti-intellectualisme qui est peut-être favorisé par l'école d'aujourd'hui, qui a, je dirais, deux tendances. Une tendance utilitariste, il faut former ni plus ni moins des travailleurs. Des techniciens. Des techniciens, voilà, le mot est plus juste, je dirais. Et aussi une tendance idéologique, c'est-à-dire que l'école est remplie de toutes sortes d'idéologies qu'il faut promouvoir auprès des jeunes. Alors, on ne sait plus le savoir qui compte, c'est-à-dire former l'esprit par des connaissances, par l'acquisition de concepts qui peuvent nous permettre de mieux comprendre et analyser la réalité, la société. Non, aujourd'hui, on a des espèces de croyances qui sont transmises à l'école par endoctrinement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, le transgenre, la théorie du transgenre, maintenant, ça fait partie des programmes officiels. On ne peut pas s'en dissocier. On ne peut plus dire qu'il y a biologiquement deux sexes. Et là, vous êtes ex cathedra. L'école n'accepte plus ça. Donc, vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus en contact direct avec un savoir plus rationnel.
on essaie de les embrigader par toutes sortes d'idéologies. Vous deux, bon, Claude Simard, Jérôme Blanchet-Gravel, vous appartenez à deux générations différentes, donc vous avez deux regards différents, mais qui, d'une certaine façon, se rejoignent dans le constat. Jérôme, tu es rédacteur en chef à Libre Média, donc on est habitué à discuter ensemble, mais là, c'est plutôt un regard, disons, un peu plus décollé de l'actualité que tu portes dans ce livre coécrit avec Claude Simard. Parle-nous un peu là, de ton intuition, ce projet, d'où ça vient? Ben écoute, il faut effectivement dire deux mots sur la démarche. Parce que cette critique du Québec, les constats qu'on fait du Québec se sont en quelque sorte imposés à nous. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui, en tout cas, me trouvent un peu négatif sur les réseaux sociaux quand je parle du Québec. Mais il faut prendre le temps de l'expliquer. Moi, je n'avais jamais pensé, en fait... le Québec comme tel n'était pas un sujet auquel je m'intéressais comme intellectuel. Bien, évidemment, j'étais québécois, je suivais l'évolution de la société québécoise, mais par exemple, à l'université, je ne m'étais pas focalisé sur l'étude du Québec comme d'autres l'ont fait, Bock-Côté. On connaît plusieurs autres, Marc Chevrier, bref, il y a toute une panoplie d'auteurs qui s'intéressent à la question du Québec, à la question nationale. Donc moi, je n'étais pas exactement dans cette école-là, je m'intéressais à des thèmes plus vastes, c'est-à-dire l'Occident en général, m'intéressant particulièrement au multiculturalisme, la question décoloniale, la présence des Amérindiens, le rapport aux Amérindiens en Amérique, tout ça. Donc, des thèmes qui relevaient plus de l'identité, on peut dire. Et est arrivée la pandémie, la fameuse pandémie qui a été vraiment une période révélatrice, malheureusement, des travers qui traversent, sans faire le pléonasme, la société québécoise. Donc, on s'est aperçu que le Québec était très malade. Hein? Et Claude, qui est un collaborateur intellectuel de longue date, justement avec lequel on a travaillé sur des questions comme l'islamisme. Beaucoup, on a écrit un livre sur l'islamisme ensemble. Et là, avec Claude, on a commencé à s'intéresser de plus près, en fait, à l'état du Québec comme tel. À partir de la pandémie, je dirais, donc on a publié plusieurs textes à partir de cette période-là. Vous avez également, si je peux me permettre, participé conjointement au documentaire Post-Mortem, production Libre Média. Donc, on invite nos auditeurs à aller revoir. Le seul Post-Mortem qui a été fait justement sur la pandémie. Donc, cette période-là est... une période révélatrice qui nous force en quelque sorte comme intellectuels à nous intéresser et à dresser le portrait de ce Québec qui, oui, est plus que jamais malade et qui s'enfonce dans le déni. Hein. C'est-à-dire, on nous demande aussi souvent quelle est la première chose à faire pour sortir de cette impasse. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est reconnaître qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas guérir sans reconnaître la maladie. D'abord, constater la maladie. Le diagnostic, c'est la première, c'est par là que vous commencez. Donc, quels sont ces grands travers là, que vous diagnostiquez dans la société québécoise? Vous les proposez. Ce qui est intéressant aussi, c'est oui, constat négatif, c'est un peu l'image qu'on présente de toi, Jérôme, donc toujours négatif, etc. Mais ce livre-là vient un peu, entre guillemets, te réhabiliter au sens où vous proposez des choses pour en sortir, pour améliorer. Donc, c'est pas on est dans la défaite et on plie bagage. Non, on propose des choses, on est là, on s'implique, on veut que ça aille mieux. Donc, vous avez un peu cette dialectique diagnostic sévère et solution peut-être remède de cheval, peut-être, je sais pas, on va pouvoir en discuter. Donc, la pandémie pour toi, elle a permis de manifester à gros traits les grands travers. Donc, quels sont-ils? Là? Claude va en nommer. Je vais parler d'un travers qui parce qu'il y a 12 propositions. Il y a 12 on a presque 12 sujets de conversation aujourd'hui. On va essayer de passer au travers, mais on peut en sacrifier parce qu'on veut aller en profondeur aussi. Donc, commençons. Donc, effectivement, c'est 12 critiques ou 12 diagnostics suivis de 12 propositions, pour que ce soit clair pour le lecteur. Moi, une thématique qui m'interpelle en particulier, c'est l'obsession de la sécurité. Donc, ce que j'appelle l'idéologie sécuritaire ou le sécuritarisme. On s'est aperçu qu'effectivement, le Québec est obsédé par la sécurité. Qui s'est manifesté durant la pandémie comme un sanitarisme. Et ce qui a fait dire à des gens, comme Christian Dufour, par exemple, que le Québec aime trop la sécurité pour devenir souverain. C'est-à-dire qu'il y a un spectre entre la liberté et la sécurité. La sécurité, c'est un spectre avec deux extrêmes. Là. Et on peut penser que la sécurité, c'est un peu le contraire
contraire de la liberté. Christian Dufour, qui avait fait notamment ton éloge durant une entrevue que tu avais réalisée avec lui, une grande entrevue qu'on invite aussi nos auditeurs à aller voir sur YouTube. Oui. Il manifestait à quel point selon lui, Christian Dufour, il considérait que toi, Jérôme Blanchet-Gravel, tu avais joué un rôle essentiel durant cette crise. Donc, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Oui. Donc, écoute, l'obsession de la sécurité qui est liée aussi à la peur, c'est de la peur qui est omniprésente au Québec, la peur qui fait partie de l'univers médiatique. Donc, actuellement, on sait, on enregistre l'émission quelques jours avant le scrutin du 28 avril. Est-ce que la peur aurait joué en faveur de Mark Carney? On verra. Parlons-en des diagnostics sur la peur. Toi, commençons avec toi, Jérôme. Tu es le jeune de ce livre. C'est quoi ta perspective? Qu'est-ce qui explique un peu cette peur? Ben, qu'est-ce qui explique? Je ne sais pas exactement. C'est mystérieux. Justement, pourquoi? Ben, écoute, on pourrait parler dans la colonisation, tout ça. Mais moi, je comprends pas parce que le grand paradoxe, c'est quand même que le Québec, c'est l'un des endroits les plus sécuritaires sur Terre. Et c'est un des endroits où on a le plus peur, peut-être, sur Terre. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, par quoi ça s'explique? Bien, écoute, ça s'explique par évidemment, c'est une sorte de surenchère du confort. C'est-à-dire, plus vous en avez, plus vous en voulez. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à ça. C'est toujours plus de confort, toujours plus de sécurité. Donc, quand on entre dans cette logique-là, c'est sans fin. C'est comme, comment il s'appelle, Gargantua? Enfin, c'est comme un appétit sans fin. On veut toujours plus de sécurité. On n'est plus capable, finalement, de renouer avec l'aventure. Et c'est comme une spirale ou un cercle vicieux, si on peut dire, psychologiquement. Là. Et ça, et on le voit aussi. Dans le Québec est traversé. Ben, écoute, c'est une obsession. J'ai l'image. Le risque zéro aussi qui est apparu. Là, J'ai l'image qui me vient à l'esprit de la chirurgie plastique. Parfois, on se demande comment certaines personnes, sexe féminin ou masculin, parfois arrivent à des résultats où est-ce qu'on reconnaît même plus la personne tellement elle a cherché artificiellement à la beauté. Est-ce qu'on peut penser à ça au sens où la société québécoise, on n'arrive même plus à la reconnaître aujourd'hui parce qu'elle a tellement rajouté des couches de sécurité que là, aujourd'hui, on arrive à un portrait où est-ce que les Québécois, on peut même plus les reconnaître? Ben, je pense que les Québécois ne savent pas effectivement qui ils sont vraiment. En tout cas, ils ne le savent plus. Donc, oui, les couches, il y a quelque chose, il y a un miroir. Il faut se regarder en face, d'une certaine façon. Et ça, c'est ça que... Quand on critique le Québec, on emmène des points et les gens nous regardent des fois comme si on était des extraterrestres, alors que, on parle de vous, là, on parle de nous. On fait pas comme si on a... Ce décalage, quand même, non plus. Non, pas du tout. On parle souvent au nous, etc. Moi, ça m'arrive aussi, même sur les réseaux sociaux. Mais ce décalage quand même entre la perception que les Québécois ont d'eux-mêmes et ce qu'ils sont vraiment, et c'est quand même assez phénoménal. Tu sais, Claude va vous parler peut-être du sens de la famille, mais on entend ça dans les médias encore, le Québec, cette grande histoire de famille, on aime les traditions au Québec. Non, c'est désolé, là, mais si vous fréquentez des pays latins, etc., on n'aime plus les traditions. Et moi, ça me fait toujours rigoler d'entendre des nationalistes dire on veut préserver les traditions. Mais lesquelles? Quelles traditions ont-elles perduré au Québec? Nommez-moi-en une. Nommez-moi un bébé que vous n'avez pas encore jeté avec l'eau du bain. C'est ça, autre la cabane à sucre. Et même Noël, on s'en est pris. Écoute, la guerre contre Noël, évidemment, c'est scandaleux dans la mesure où c'est la dernière grande fête québécoise. C'est celle qui réunit la famille aussi. Donc, rejeter Noël, tant qu'à moi, c'est rejeter aussi la famille d'une certaine façon. C'est rejeter les rassemblements, etc. Donc, ça aussi, écoute, c'est très symptomatique, le rejet de Noël. Donc, on est carrément devenu un peuple déraciné. Soyons clairs, là, je passe la parole à Claude. Pour vous, Claude Simard, d'où vient cette peur? Est-ce que vous partagez ce diagnostic de peur et d'où ça vient selon vous? Il y a sûrement différents facteurs qui expliquent cette attitude de peur, d'angoisse face à la vie. Moi, je dirais d'abord, il y a, je pense, le passé de ce peuple-là, un peuple relativement colonisé qui a toujours été soumis et qui s'est toujours subordonné à une autorité extérieure qui était anglo-saxonne. Et ça marque un peuple, vous savez. Vous faites référence à la conquête, là. Exactement. Parce qu'il y a un avant la conquête, quand même. Et ce qui a suivi, c'est-à-dire cette espèce de colonisation du Québec par les anglo-saxons. Ça marque un peuple, ça crée un peuple qui manque d'autonomie, qui manque de courage, qui manque d'indépendance, voilà. Et bien, je dirais aussi, un autre facteur, c'est le matérialisme ambiant. C'est-à-dire que le Québec, à partir des années 70, a connu un essor économique assez important. On est passé d'une société relativement
plus ou moins défavorisée à une société nettement plus favorisée, qui a rattrapé les grandes sociétés occidentales sur le plan économique. Donc, ça a créé une espèce de société de bien-être et de confort. Et on a oublié que la vie pouvait présenter des problèmes graves, là, des situations d'adversité très, très fortes. Et parce que ces gens-là ne sont plus dans ces situations d'adversité. Pensez par exemple à l'Ukraine. Là, c'est dramatique ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire là, on a vraiment une tragédie humaine. Mais le Québec a perdu ce sens de la tragédie. C'est-à-dire que la vie humaine est imparfaite, elle est tragique. Mais ici, on s'est tellement entouré de confort, on vit tellement dans un cocon que le moindre petit problème, la moindre adversité devient une tragédie. Et ça, je pense que c'est... vous savez, quand Jérôme a donné un très bon exemple de l'espèce de mentalité du quotidien, de cette peur des petits problèmes du quotidien qui, je dirais, engourdissent l'esprit des Québécois. On parle actuellement, bien sûr, de la mort du pape et Jérôme évoquait la visite du pape. Et dans les journaux, on s'inquiétait, au lieu de parler du pape, de sa personnalité, de ses encycliques, vous savez, sur le plan théologique, sur le plan moral, etc., ses grandes idées, ses grands principes. Non, on s'inquiétait des problèmes de circulation que sa visite allait causer dans les villes de Québec et de Montréal. Non, mais avez-vous pensé jusqu'où on va dans l'espèce de dramatisation du quotidien? Et ça joue beaucoup. On dirait que plus une société vit dans le confort, plus elle devient insignifiante sur le plan de la compréhension vraiment des grands enjeux de la société et de l'existence humaine en général. Mais pourtant, des vrais grands enjeux, oui, il y a un confort au Québec, mais en même temps, on a des vrais problèmes, au sens où on a des vrais problèmes, oui, politiques et tout ça, mais aussi, on ne peut pas faire abstraction des grandes souffrances de l'existence elle-même. Donc, on peut parler de la mort, on peut parler de la vie, des drames familiaux et tout ça. On peut penser que même en tant qu'être humain, on a perdu cette capacité de focusser ou de se concentrer sur les vrais grands enjeux de l'existence humaine. Le confort aurait pu nous apporter disons, un approfondissement intérieur, ou est-ce qu'on aurait pu considérer, les vrais drames de la vie? Mais non, qu'est-ce qui a empêché, justement, de prendre ce confort et le tirer à profit pour devenir un peuple profond, au sens existentiel du terme? Moi, je pense que la profondeur dont vous parlez, c'est-à-dire cette réflexion sur la vie, a été en bonne partie perdue, justement parce que les Québécois se sont limités à cette quête du confort, cette quête du bien-être matériel. Pour lui-même. Et quand votre vie se limite à aller chez Costco, d'accord? Que vos grands problèmes, c'est de savoir quels sont les rabais de la semaine à l'épicerie. Vous ne pouvez pas vraiment vous intéresser à la vie humaine et avoir un esprit philosophique. C'est impossible, ça. Donc, vous vous concentrez sur des choses, je répète le mot, insignifiantes. Je pense que ça joue beaucoup, ça. Mais qu'est-ce qui différencie? Il y a des gens comme vous qui vous rendez compte et qui, pensez, oui, à peut-être remplir votre frigo, mais en même temps, tout en étant conscient qu'il y a plus que ça et en réfléchissant de ce que vous avez fait dans ce livre-là. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, selon vous, avec peut-être l'entourage en général de la société québécoise qui n'arrive pas à élever son regard? Moi, je dirais que c'est deux choses. D'abord, on a gardé notre esprit critique. C'est-à-dire qu'on est capable d'observer ce qui se passe et d'analyser un peu, de façon un peu critique et rationnelle, ce qui se passe dans la société. L'esprit critique est très peu développé au Québec. C'est-à-dire qu'on a même peur du débat. Il faut toujours penser de la même façon. Il faut toujours éviter ce qu'on appelle, en termes familiers, la chicane, vous savez. Alors, les Québécois n'aiment pas la discussion, n'aiment pas l'argumentation, n'aiment pas le débat. Mais vous, vous aimez ça. Qu'est-ce qui vous différencie, vous? Pardon? Vous aimez ça, le débat. Vous voulez... Oui. Vous gardez l'esprit critique. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie de l'ambiance? Parce que vous baignez dans la même ambiance. Une question comme ça. Moi, je dirais que c'est parce que il y a cet esprit critique. Aussi, il y a l'idée qu'il faut éviter à tout prix l'aliénation par le conformisme.
C'est-à-dire qu'il faut éviter d'être dans la pensée dominante, de la bien-pensance. Il faut se dire, ben là, est-ce que moi, je pense de façon autonome, indépendante? Est-ce que ce qu'on me propose comme thème d'actualité et est-ce qu'on me propose comme traitement de ces thèmes-là, c'est acceptable? Alors, on reste toujours, si vous voulez, sur le qui-vive et on est toujours prêt à rejeter ce qu'on entend parce qu'on trouve personnellement par sa propre réflexion que ce n'est pas acceptable, c'est critiquable. Jérôme, je pense que peut-être que pour un facteur d'explication, et tu as déjà partagé ça, disons, en public, donc je me permets d'en faire référence. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là encore là, c'est-à-dire la volonté de conformisme, ne pas s'y conformer, il y a un prix à payer. Et toi, par exemple, au niveau universitaire, tu as pu vivre un peu les conséquences de ce non-conformisme-là. Donc, est-ce qu'il y a une force un peu coercitive, peut-être même symbolique, qui pèse sur les individus et qui les oblige à obéir, à rentrer dans le rang, ce qui expliquerait en partie ce manque d'esprit critique et cette volonté d'aller avec le troupeau? Oui, mais je pense qu'il y a une pression sociale très, très forte au Québec. Moi, je l'ai senti très tôt dans ma vie. Je le raconte d'ailleurs dans un passage de mon livre « Un Québécois à Mexico ». Dès le primaire, moi, je sens une sorte de chape de plomb. Je te dis, je suis enfant au primaire, 3e-4e année, et je sens qu'il y a ce que j'appelle un égalitarisme chrétien, mais lourd, là, d'une lourdeur, et qui nous, effectivement, conditionne, je pense, les comportements. On est incité inconsciemment, il y a plein de non-dits là-dedans, dès l'enfance à, effectivement, je pense, à se conformer au Québec, plus qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, là, ces affaires-là, mais au Québec, les tendances occidentales qui font le déclin de l'Occident, les tendances qui font le déclin de l'Occident sont amplifiées au Québec. Tu sais, le Québec, puis ça, on répond d'entrée de jeu dans le livre. C'est-à-dire, les gens vont dire, oui, ce que vous décrivez du Québec, c'est vrai ailleurs. On le voit en France, par exemple, la surmédication, etc. Oui, mais au Québec, c'est pire, malheureusement. Et malheureusement, c'est ça. Donc, écoute, oui, je pense qu'il y a une pression sociale, mais il y a deux choses qui se superposent au Québec. D'abord, tu as le conformisme québécois, cette peur, effectivement, de cette allergie pour la chicane, etc. Cette peur de la désunion, là, je sais pas, pourquoi... Mais c'est peut-être que aussi, pour faire référence à la conquête, c'est que ce tissé serré du Québec a été un instrument, un moyen pour survivre à travers l'histoire. Mais peut-être que c'est un instrument désuet aujourd'hui. Peut-être il faudrait mais là, c'est le contraire. Si c'est à une certaine époque, le consensus, entre guillemets, nous a permis de rester soudés comme peuple, c'est une chose. Ça nous a peut-être aidé à un certain moment pour survivre culturellement, etc., linguistiquement. Mais là, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la même chose pour l'État. C'est-à-dire, il y a un moment dans l'histoire... Et c'est ça qui fait que moi, je ne suis pas un libertarien absolu. C'est-à-dire, je pense que dans l'histoire, l'État a été à un certain moment utile pour préserver la culture. C'est-à-dire, il y a un moment où l'État devait se déployer dans certains domaines, là, et on ne remet pas en question la loi 101, mais là, c'est le contraire. Je pense qu'on est arrivé au moment où l'État québécois nuit plus aux Québécois qu'il aide les Québécois. Et les règles, la régulocratie, tout ça... L'asphyxie, la culture. C'est rendu le contraire. Donc, on est au bout de la logique. Et je pense que si on est nationaliste aujourd'hui, on ne peut plus seulement compter sur l'État. Je pense que c'est quasiment une évidence de dire ça. De compter seulement sur l'État, par exemple, pour préserver le français aujourd'hui. Et puis là, on s'attarde à toutes sortes de trucs secondaires. Là, on a appris aujourd'hui qu'il y aurait plus Go Abs Go sur les autobus de Montréal. Ça va aller les Canadiens. Bon, tu sais, on est tous pour la langue française, mais c'est pas évident en s'attardant sur... Il y a une histoire aussi dans le livre qu'on cite, là, je pense... le chandail de hockey d'une équipe de juniors majeurs à Victoriaville, là, qui avait... C'était des jeunes. Juniors majeurs, c'est ça, c'est des mineurs, là. C'est des gens. Donc, il y avait le ministre, je pense, Robert, est intervenu il voulait réclamer une enquête nationale sur les chandails des joueurs d'un club de hockey junior majeur à Victoriaville. Donc, pour préserver le français. Donc, tu sais, si vous voulez préserver le français, vous devez vous efforcer dans votre vie, sur le plan individuel, à bien parler le français, à comprendre que le français est une langue internationale, etc. Donc, ce n'est plus seulement l'État. L'État ne sera pas toujours là pour préserver votre langue et surtout pour votre peuple. Il faut aussi procréer. Là. Mais on peut penser aussi justement, par rapport à la loi 101, on peut voir aussi que la loi 101 était, comme tu l'as dit, éventuellement légitime à son époque. Et c'est comme si on n'avait pas
réussi à assimiler et à tenir par soi-même. Comme on pourrait dire, un enfant a besoin de petites roues pour apprendre à faire du vélo à 2 roues. Un jour, il faut les enlever pour qu'ils puissent continuer tout seul. Et c'est comme si on avait oublié que les petites roues sont là pour être éventuellement enlevées. Mais je reviens à la question que j'ai posée à Claude Simard. Toi, tu t'en es rendu compte très jeune, Jérôme Blanchet-Gravel, de cet égalitarisme, cette chape de plomb. Qu'est-ce qui te différencie? J'imagine que tout le monde, un peu intuitivement, peut-être la sent. Qu'est-ce qui, selon toi, introspectivement, te explique que toi, tu as décidé de, quand même, sortir du lot? Ben écoute, d'abord, les centres d'intérêt, je trouve que les Québécois n'ont pas beaucoup de centres d'intérêt, de manière générale. D'abord, moi, j'avais des centres d'intérêt qui allaient au-delà de la porte de garage, etc. La rénovation de la salle de bain. Il y a une question de personnalité, évidemment. Là, écoute, le Québec produit encore forcément des individus de qualité. Là. Nous sommes là pour en témoigner, les trois, très modestement. Mais écoute, les centres d'intérêt, puis écoute, une volonté, je pense, très personnelle de résister. Là, ça prend du caractère. Mais comme dit Maxime Blanchard, que tu as interviewé à New York récemment, c'est-à-dire, il y a les Québécois puis il y a le Québec. Tu sais, le Québec, il y a des Québécois qui réfléchissent, mais le Québec ne réfléchit pas. Je pense que, bon, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais le Québec, il y a un Québec, oui, consensuel, institutionnel, technocratique, qui étouffe la pensée. Et heureusement, il y a encore des Québécois qui réussissent à s'élever au-dessus de là et à résister à cette médiocrité, il faut dire. Puis médiocrité aussi, parce qu'on pourrait parler des médias, parce qu'on a un chapitre là-dessus, mais... On fait mentir Marx au sens où il n'y a pas de déterminisme social. Il y a toujours de la place pour la liberté humaine. Vous en êtes des exemples. Nous, je rappelle à nos auditeurs que nous parlons de votre livre écrit conjointement, Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard. Son titre, 12 propositions pour un Québec vivant, publié chez Libère. Donc, 12 propositions, 12 diagnostics et 12 éventuellement solutions pour remède pour s'en sortir. Vous, Claude Simard, là, d'autres, j'imagine que vous êtes départagé ces diagnostics un peu. Oui. Parlez-nous, quel est un autre diagnostic que vous avez par rapport à la société québécoise? Ben, je voudrais dire d'abord que Jérôme et moi, on collabore depuis longtemps, depuis de nombreuses années. On a fait plusieurs textes ensemble. Disons que ça, c'est comme une synthèse de nos réflexions sur le Québec, parce qu'on a déjà publié des textes, des articles sur la situation actuelle du Québec. Alors, un autre thème qu'on pourra aborder, mais Jérôme vient c'est l'appareil de l'État. Hein? C'est-à-dire, on parle du conformisme des Québécois, mais je pense qu'il y a aussi une espèce de paresse. Au lieu de prendre en main sa destinée, on s'en remet toujours au gouvernement, on s'en remet toujours à l'État. Il faut toujours que l'État intervienne pour régler les problèmes, alors que la société civile, les citoyens, devraient être aux premières lignes pour régler leurs problèmes. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. On sait que la natalité est très, très basse au Québec. On a un des taux de natalité les plus bas en Occident. Ça va? C'est-à-dire que c'est un peuple qui ne se renouvelle pas. Et quand on ne renouvelle pas un peuple, qu'est-ce qui arrive? Il disparaît. Ben, est-ce que les Québécois sont conscients de ça? Et ce n'est pas simplement l'immigration qui va régler le problème. Ils ont leur propre responsabilité. Mais au lieu de se prendre en main, de faire des enfants, si vous voulez, là, parce que c'est quand même ça la natalité, ils s'en remettent à l'État. Donnez-nous des conditions pour qu'on ait des enfants. Vous savez, c'est pas juste ces conditions-là, c'est aussi une question de mentalité, de volonté. Est-ce que moi, j'aime assez vivre, créer une famille, vivre avec des enfants pour en faire? Ben, je dirais que la réponse est non pour une bonne partie des Québécois. Parce qu'ils sont nombrilistes. Hein? Oh, élever des enfants, ça coûte cher. Ben oui, ça coûte cher. Moi, j'ai connu des familles, quand j'étais jeune, qui avaient 10, 15 enfants. Hein, ça coûtait ce que ça coûtait, mais c'était une époque où on valorisait la famille. Peut-être un peu trop. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux familles de 15 enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y avait cette mentalité-là qui disait l'enfant, c'est un bien précieux. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a même, vous savez, des bébés-boomers grincheux qui critiquent les enfants. Les enfants font trop de bruit. On a même vu, vous savez, dans un stationnement, là, toujours vide dans le quartier Montcalm, une grosse affiche qui était indiquée « Défense de jouets ».
Vous voyez? Alors, quand une société n'est même plus capable d'accepter la vitalité des enfants, on comprend pourquoi cette société est moribonde. Voilà. Vous parlez justement de cette démographie. On peut considérer aussi, lorsqu'on voit les immigrants récemment arrivés, eux, ils font des enfants. Donc, la question de est-ce que la société le permet ou le permet pas, c'est pas véritablement un argument qui pèse parce que eux, dans les mêmes conditions, font les sacrifices et finalement, on voit que pour eux, c'est une priorité. Donc, c'est une culture beaucoup plus vivante de leur côté. Vous avez tout à fait raison. L'exemple est bon. Et ça détruit l'argument selon lequel les familles ne reçoivent pas assez d'aide du gouvernement. Parce que ces familles-là reçoivent exactement la même aide que les Québécois francophones, mais ces personnes-là, à cause de leur culture, de leur mentalité, n'hésitent pas à fonder une famille et avoir des enfants. Donc, l'argument là, économique ne joue pas. C'est vraiment la mentalité des gens qui est en cause ici. Et c'est ça qu'on dénonce dans notre livre, une mentalité faible, qui manque de dynamisme, qui a peur de la vie, qui ne veut pas foncer, qui n'a pas de passion, qui est sans élan. Claude Simard, on vient de parler de ces immigrants qui ont, eux, ce goût de vivre et ça devient une priorité pour eux. Ils sont ici, parmi nous. Comment profiter de leur amour de la vie? Comment, d'une certaine façon, assimiler leur force vivre et en profiter culturellement? Comment le Québec peut-il tirer profit de cette joie de vivre des immigrants? Je ne sais pas s'il y a joie de vivre, mais il y a plus de dynamisme dans ces communautés-là. Je crois que oui. Et vous soulevez le problème de l'immigration. On constate malheureusement que les immigrants ne s'intègrent pas à la culture des Québécois francophones. Mais ont-ils raison dans ce cas de figure dont vous venez de parler? Ont-ils raison de vouloir se joindre à une société, une culture moribonde? Exactement. Donc, anémiée. Oui, mais les faits étant ce qu'ils sont, nous sommes deux cultures ou des multiples cultures, mais on remarque que ceux qui viennent d'ailleurs ont souvent ce goût de vivre et ce goût de la génération et ce goût de la perpétuation de la vie. Comment créer un pont entre les deux? Parce qu'on pourrait bénéficier de ça, là. Tout à fait. Je pense que le caractère très frileux de la société québécoise, le caractère aussi relativement fermé, là, c'est-à-dire qu'on vit dans une espèce de bulle très, très individualiste, ces attitudes ne permettent pas une bonne intégration des immigrants. Les immigrants ne sont pas nécessairement intéressés à s'intégrer à une culture moribonde, à une culture essentiellement matérialiste, à une culture qui pense juste à son petit cabanon. Vous savez, je pense qu'il faut faire un examen de conscience par rapport à l'immigration et se dire, peut-être qu'on pourrait être plus ouvert et profiter davantage de la richesse des immigrants qui viennent ici pour peut-être renouer avec certaines valeurs fondamentales. Et toi, Jérôme Blanchet-Gravel, je sais que tu as souvent chanté les joies et les effets du métissage. Parle-nous un peu, comment est-ce qu'on vit ça au concret dans cette intégration des forces vives? Oui, effectivement, les métissages, tu vois, je m'intéressais à ça. Je m'intéresse encore à la question, justement, de la colonisation, c'est-à-dire la fusion entre les peuples occidentaux et amérindiens. Donc, je m'intéressais au métissage à partir du Mexique, en fait, là, pour être précis. C'est une société très métissée, comme plusieurs sociétés latino-américaines. Et tu le vis aussi, personnellement. Je le vis, oui, effectivement. Au jour le jour. Donc, je suis assez bien placé, effectivement, pour... c'est se constater, prendre le pouls, en fait, des communautés, en particulier la communauté, immigrante, mais hispanophone. Et je sais, effectivement, que nous ne sommes pas perçus, les Québécois, comme étant très attractifs. Nous ne sommes plus séduisants, effectivement, pour les immigrés. Donc, notre thèse est originale dans le sens où, comme plusieurs autres observateurs, comme Bocoté, etc., effectivement, on fait le constat qu'il y a effectivement trop d'immigration au Québec pour sa capacité, sa démographie, ses capacités d'intégration, etc. Donc, les ressources sont saturées et comme il y a un déclin économique, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, c'est clair qu'il faut faire attention avec il y a trop d'immigrés, là, en gros, qui rentrent au Québec à cause du fédéral, on le sait. Cela dit... Encore une fois, c'est pas juste une question de seuil, de gouvernement, de mesures. Il faut que les Québécois se rendent effectivement attractifs et que les immigrés aient le goût, aient envie de se joindre à nous. Et actuellement, comme nous sommes morts, grosso modo, non, ils n'ont pas vraiment envie de se joindre à nous. Donc ça sera ça. Mais cette amélioration de la culture québécoise et de cette redécouverte de l'attractivité qu'elle devrait faire, peut-elle se dispenser d'intégrer
disons, les forces vives de ces cultures qui arrivent. Comment le Québec pourrait-il, disons, se redécouvrir et se mettre à jour avec ces cultures qui arrivent? Ben, la question, c'est est-ce qu'il faut s'inspirer des communautés culturelles pour certaines choses? Ben, la réponse, c'est oui, mais après ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans le mythe un peu de la régénération de l'Occident par la submersion migratoire, là. C'est un peu le mythe que je dénonce dans un de mes livres d'ailleurs, donc je me retrouve un peu à faire mon autocritique parce que le multiculturalisme est un peu basé là-dessus, là, c'est-à-dire le fantasme d'une régénération de l'Occident par l'immigration. Donc ça a des limites quand même, on peut dire. Mais avec la pandémie, on a constaté que oui, il y avait des choses qui sont perdues. Et est-ce que les immigrés, les latinos, par exemple, peuvent nous enseigner des choses? Oui. Comme le sens de la famille, d'abord. Là. Et juste peut-être, si on était en contact avec eux un peu plus, juste l'effet... c'est-à-dire, le contraste nous permettrait au moins, si on découvrait qui sont les immigrés, ça nous permettrait d'en apprendre sur nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, j'ai découvert le Québec au Mexique. Je n'ai pas découvert le Québec au Québec. C'est-à-dire, si les Québécois s'intéressaient davantage aux autres, ils apprendraient beaucoup de choses sur eux. Donc déjà ça, sans dire qu'il faut comme siphonner leur vitalité, entre guillemets, je pense qu'on aurait intérêt justement à avoir plus de centres d'intérêt et apprendre, d'abord découvrir qui sont les Latinos sur le plan effectivement des fêtes et de la famille, nous ferait découvrir que nous ne sommes plus festifs et que nous n'avons plus le sens de la famille. Donc déjà, ça serait une leçon à tirer de ça. Mais est-ce que les Québécois vont le faire? Je ne sais pas. Mais chose certaine, les mesures, l'encadrement gouvernemental, etc., n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant pour intégrer, pour perdurer les cours de francisation des immigrés. Vous pouvez allouer des budgets encore plus grands si vous voulez, mais ces cours-là, d'abord, c'est des espèces de cours de chaperonnage, d'hygiène sociale, où les immigrés sont appelés à travers le français à bien recycler, à apprendre à recycler. Bon, ils apprennent toutes les espèces de valeurs progressistes et bureaucratiques du Québec. Ils finissent par apprendre qu'on est intolérant. Ça marche pas. Là. Vous comprenez? C'est le plan concrètement. Là. Les immigrés arrivent ici et ils se font carrément chaperonner par des enseignants qui leur disent grosso modo qu'ils sont plus ou moins attardés et qu'au Québec, on ne bat pas sa femme et que vous allez bien recycler les amis. Là. C'est ça qu'ils apprennent dans les cours de francisation. Là. C'est une force de CPE de l'immigrant. C'est ça, c'est du CPE, c'est du gardiennage. Et donc, il faut, écoute, changer de mentalité complètement. C'est pas comme ça qu'on va intégrer des immigrés. C'est pas juste en baissant les seuils d'immigration. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Et ça, c'est un des grands angles morts du mouvement nationaliste. Là. Qui dit ça, là? Qui dit ça chez les nationalistes, que nous aussi, il faudrait peut-être redevenir attractifs et éviter de chaperonner les immigrés comme s'ils étaient des enfants. Est-ce que c'est, pour employer, parce qu'on est dans la question de la génération démographique et dans comment se produit ce phénomène dans l'histoire humaine, c'est par la danse de la séduction, la danse de l'homme et de la femme qui changent d'une certaine façon volontairement pour plaire à l'autre. Est-ce que ce métissage là pourrait se faire d'une manière naturelle et plus organique, justement, si l'État, entre guillemets, se désengageait et laissait faire, on pourrait dire, le mariage. Donc, toi, tu as marié une hispanophone, une mexicaine, donc tu as voulu lui plaire à un moment donné. Donc, tu as transformé un peu le Jérôme Blanchet-Gravel pour pouvoir la séduire. Est-ce qu'on peut utiliser cette image-là au niveau social et pour faire en sorte qu'au contact de l'immigration qui vient et tout ça, le Québec se transforme pour lui-même être désirable envers l'autre et des mariages et tout ça. Donc, comme ça, on pourrait régénérer un peu cette société qui est la nôtre. Non? Mais il faut accepter de changer un peu aussi. Oui, je pense, mais il faut quand même pas mythifier l'immigration. Jérôme a fait a donné des précisions, c'est-à-dire que on peut toujours se montrer très accueillant et essayer d'être très attirant, mais il faut considérer que il y a des groupes d'immigration qui présentent certains comportements sociaux qui sont plus ou moins acceptables pour nos propres valeurs. C'est quand même une espèce d'interaction. Il ne faut pas dire que l'immigration, c'est le salut de tous les peuples occidentaux. Je pense qu'il faut toujours garder un certain réalisme et dire, voilà, il faut, je pense que les Québécois eux-mêmes
se montre ouvert, se montre vraiment intéressé par l'autre et accueille l'autre et essaie de se mieux définir par rapport à l'autre en regardant ce que les autres peuvent nous apporter. Ça, c'est très, très, très important, je pense. Et ça, c'est pas le gouvernement qui peut faire ça et c'est pas les petites écoles de francisation qui peuvent vraiment amener cette intégration harmonieuse et enrichissante des immigrants dans la société québécoise. Voilà. Je pense que oui, il faut se montrer plus interactif par rapport aux communautés immigrantes et pas se laisser et ne pas se limiter à l'aide gouvernementale. On est toujours en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel et de Claude Simard pour parler de leur livre conjoint, 12 propositions pour un Québec vivant, publié chez Libère. On a parlé dans la première partie de cette émission, on a parlé de l'hypocondrie, la peur, le vide démographique et l'immigration qui arrive, qui, on l'a compris, selon vous, doit être une danse qui se danse à deux, à la fois une ouverture des Québécois, une plus grande ouverture des Québécois et une plus grande volonté d'intégration de la part des différents groupes qui arrivent chez nous. C'est un peu ce qu'on voit et comment tout ça doit se faire un peu sans nécessairement le chaperonnage de l'État là, qui est toujours là, omniprésent et qui peut-être est un obstacle à cette intégration et ce dialogue qui doit se vivre dans les familles et dans les sociétés. Parlons, si vous le voulez bien, d'un autre... il y a énormément de matériel et de contenu dans votre livre. C'est assez difficile de choisir certains thèmes. Mais alors, Jérôme, je vous laisse la parole. Là, quel est un terme particulier qui vous est cher et que vous voudriez, susciter un peu de réaction dans notre société pour l'améliorer? Bien, écoute, la question des médias, évidemment, que j'aborde souvent, mais très importante, c'est-à-dire... Il n'y aura pas d'amélioration de la condition du Québec sans améliorer la qualité de l'information qui circule dans l'écosystème là, culturel, médiatique, etc. Donc, je pense qu'actuellement, les grands médias en particulier nous tirent vers le bas complètement. Donc, il y a vraiment, on est maintenu dans un état de médiocrité informationnelle assez incroyable. Parce que vous parliez du miroir qu'on a besoin de se mettre un peu dans la face. Les médias sont un miroir collectif et ils nous empêchent de voir le réel. C'est ça. Effectivement, souvent, les gens vont dire les médias... c'est pas la réalité. Oui et non. Là. C'est-à-dire que les médias, traduisent quelque chose. Là. Par exemple, on va dire les sondages, c'est trafiqué. En partie. Là, traduisent et orientent aussi. Orientent aussi, mais malheureusement, dans le cas du Québec, je pense qu'il y a... il y a un va-et-vient, là. C'est-à-dire les médias reflètent quelque chose malheureusement du Québec et ça fait créer un cercle vicieux. Donc les médias, oui, alimentent quelque chose de négatif, mais qui dit malheureusement quelque chose sur nous. Et je pense que Québécois, à cet égard-là, est vraiment un miroir déformant, mais j'ajouterais Radio-Canada quand même. Oui, parce que tout l'écosystème, mais Québécois, quand même, c'est assez fascinant. Les unes de Québécois en particulier, moi, ça me fascine. Là, j'en encadrerais beaucoup. C'est vraiment incroyable. Depuis la pandémie, moi, j'ai écouté, c'est de l'art quasiment. Là. C'est être aussi vulgaire sur le plan éditorial, moi, ça me fascine carrément. Là. Je sais que je me magasine pas une job chez Radio-Canada, quand même, il y a pour pas défendre Québécois, mais pour diluer un peu la responsabilité aussi sur Radio-Canada. Radio-Canada, même si c'est dit dans un langage souvent plus sophistiqué, disons, le fond reste assez vulgaire au niveau de l'analyse. Bien, ça reste le conformisme absolu. Le Radio-Can, évidemment, qu'on sait, en plus, c'est un organe de diffusion du récit officiel canadien. Et là, ça risque de s'amplifier avec Mark Carney qui a annoncé qu'il voulait verrouiller juridiquement l'existence de Radio-Can. Donc, non, tous les grands médias, je suis pas plus critique de Québécois. C'est juste Québécois a un style un peu tabloïd qui amplifie un peu, là, qui rend un peu parodique, en fait, ce qu'on décrit. Là. Alors que Radio-Can se veut plus sérieux, etc. Mais non, tous les grands médias ont contribué dans les dernières années, on l'a vu durant la pandémie,
à maintenir le Québec dans cet état de médiocrité intellectuelle. Et puis, évidemment, il y a tout ce que j'appelle les grands enjeux. Donc, le Québec est absorbé, fasciné par des faits divers. Donc, il y a des questions aussi du statut du Québec. Peut-être là, on abordera la question. Mais le fait qu'on ne soit pas souverain, évidemment, fait en sorte qu'on s'intéresse à des enjeux secondaires, dans le sens où on n'a pas de relations internationales, on n'est pas un État, on n'a pas de pouvoir régalien. Donc, forcément, on est maintenu dans ce qu'on appelle le provincialisme. On est une province, on n'est pas un État. On est un État, mais on n'est pas un pays. Du latin provincere, qui veut dire vaincu. C'est ça, donc c'est pas super positif. Mais toi, Jérôme Blanchet-Gravel, tu es rédacteur en chef d'un média. Oui, donc, tu es engagé à la première personne dans la solution, ou à tout le moins ce que tu considères l'être. Comment à partir de là où on est, améliorer la situation? Bien, écoute, c'est encore une fois les centres d'intérêt, s'intéresser aux choses qui comptent pour vrai, se détourner de cette emprise du quotidien qui nous mine. Et c'est faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut sortir de cette paresse institutionnelle, etc. Il faut carrément, s'efforcer de relever la barre. C'est un travail collectif. Ça prend du travail pour faire ça. Donc, c'est sûr que si on choisit la facilité et que on choisit de faire du clic facile, etc., puis ben là, je veux dire, on va rester à la même place comme peuple. Il faut qu'il y ait des gens, puis je ne dis pas que j'en fais partie plus que les autres, mais ça prend quand même des gens qui font ce travail-là, c'est-à-dire faire l'effort d'essayer de relever la barre, même au détriment peut-être de revenus plus faciles. C'est difficile ce qu'on fait à Libra-Média, c'est-à-dire on fait le pari que la qualité à long terme va nous payer, mais c'est très long et c'est un choix qui est économiquement difficile pour dans les premières années. Donc on pourrait faire du clic facile, on pourrait être plus sensationnaliste, on pourrait faire plus de faits divers, etc., mais on fait vraiment ce pari-là. Donc c'est sûr, si les gens veulent choisir la facilité, mais on ne va pas s'élever comme peuple, ça prend des acteurs qui vraiment, sans faire de clichés, ça prend des acteurs de changement, mais des vrais acteurs de changement, pas juste des Mark Carney qui se présentent comme tels. Est-ce qu'on peut lire aussi, par exemple, dans ce que tu viens de dire, on a remarqué à Libra-Média, on a un aspect très international, au sens où on passe souvent par l'international pour parler des enjeux qui nous concernent. Est-ce que ça fait partie un peu de ce regard réflexif dont tu as parlé au départ? Tu as redécouvert le Québec par le Mexique. Ben là, tu invites les lecteurs à redécouvrir le Québec par l'Argentine, par l'Espagne, par les États-Unis, Est-ce que ce regard, est-ce que c'est ça un peu l'importance des enjeux internationaux et ce substrat qu'on lit à Libra-Média? Oui, il y a ça, je pense. Je pense que oui, les autres nous en disent beaucoup sur nous. Par exemple, Mark Carney et son parachutage politique, l'opération quand même qui lui a permis d'arriver comme premier ministre délégué, etc. Moi, je voyais ça, par exemple, du Mexique, puis ma perception, c'était ça. Dans un autre pays, ça serait perçu comme un coup d'État. Le Canada qui est persuadé d'être beaucoup plus démocratique que tous les autres pays sur Terre. Nous, il n'y a pas de rapport de force au Canada. Il n'y a pas de jeu de coulisses. On est peu, nous autres, au Canada, vous comprenez? Et c'est une démocratie immaculée. Donc, si les Canadiens, les Québécois s'intéressaient davantage, je pense, aux autres pays, ils découvraient que non, des jeux de coulisses, il y en a au Canada. Mark Carney, en Russie, ce gars-là serait appelé un oligarque. Là. C'est ce qu'il est, un oligarque, Mark Carney. Donc, on n'est pas à l'abri de l'histoire. On est un peuple comme un autre, au sens où nous aussi, on a des travers. Et quand on nous regarde de l'étranger, on peut nous percevoir d'une telle façon aussi. Et ça choque quand je le fais, quand je fais l'exercice. J'ai eu un texte en Argentine récemment sur justement la chute du Canada. Et là, je me suis fait dire sur le réseau, ben non, tu peux pas faire ça. C'est un acte de trahison, finalement. Tu peux ne pas parler de la chute du Canada dans un autre pays. Nous, on est parfait. L'Argentine, c'est pire. Il y a des gens qui commettent des crimes la nuit à Buenos Aires. Oh, OK. Ça invalide toute ma thèse, tu comprends? Donc oui, c'est une façon. S'intéresser aux autres, c'est s'intéresser à nous. Moi, j'y crois pour vrai. Et c'est ça, ça prend cette espèce d'extrospection, en fait. Et vous, Claude Simard, là, vous qui êtes professeur, vous connaissez la langue française, vous connaissez un peu tout ça. Comment vous situez-vous par rapport, quel est votre jugement sur le système médiatique canadien et québécois? Le système médiatique est ancré. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peu de sociétés qui ont des médias aussi médiocres. Hein? C'est-à-dire, les gens, les journalistes, les chroniqueurs s'intéressent ou à la banalité du quotidien, des faits divers complètement stupides. Vous savez, je ne sais pas, moi, des dindes là, qui envahissent une petite localité dans le fin fond de la campagne. Là, ça devient à la une des journaux. Ou encore, ça, c'est vraiment je dirais la tendance québécoise, vous savez?
réduire l'information à des faits divers sans aucune importance et je dirais, plonger la société dans l'insignifiance, la stupidité, il faut le dire. Et il y a l'autre tendance, c'est la tendance Radio-Canada, c'est-à-dire cette tendance très idéologique, c'est-à-dire qu'il faut que les gens pensent bien, il faut que les gens comprennent très bien le récit officiel, on est dans une société ouverte, multiculturaliste, etc. Vous savez, alors ça, c'est vraiment de l'endoctrinement. Il y a ces deux tendances-là, donc il faut revoir, je pense, complètement le fonctionnement de nos médias et surtout, je pense, améliorer la formation des journalistes, des chroniqueurs pour arriver à un certain niveau intellectuel qui manque dramatiquement. Qu'est-ce qui manque, selon vous? Je pense qu'il y a... La culture générale. Sur le plan de la formation des journalistes, je cite Raymond Aron dans le livre, c'est-à-dire que, vous savez, pour être journaliste, là, il faut avoir une très grande culture. Il faut être nourri par le savoir, la culture. Hein? Il faut avoir, par exemple, si vous voulez faire un reportage sur, je ne sais pas, les États-Unis, il faut connaître l'histoire des États-Unis. Il faut connaître leur système politique. Il ne faut pas simplement, vous savez, regarder le président actuel et moraliser et le présenter comme une bête méchante. Là. Ça, c'est complètement stupide, cette moralisation, vous savez, cette idée que le Québec est pur et que les États-Unis sont impurs. C'est complètement stupide. Ça, c'est vraiment un niveau intellectuel de bas étage. Il faut relever le niveau intellectuel. Il faut arriver à comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Et pour ça, il faut connaître l'histoire des États-Unis, il faut connaître l'histoire des partis politiques, il faut connaître aussi les grands enjeux qui se posent aux États-Unis pour comprendre un peu ce qui se passe actuellement, plutôt que de démoniser, diaboliser une seule personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très important. Et pour ça, c'est la formation. Je reviens à l'éducation. On revient au système d'éducation. Notre système d'éducation ne forme pas de grands esprits. Vous savez, notre système d'éducation, malheureusement, aujourd'hui, est dans le doctrinement. On essaie, vous savez, par l'enseignement, on essaie de formater les jeunes plutôt que de les amener à accéder à la pensée, au savoir, aux grands penseurs, aux grands concepts, à la connaissance de l'histoire, à la connaissance des grands enjeux sociologiques, des grands enjeux politiques, etc. Ça, on n'a plus ça aujourd'hui. Vous savez, même, regardez, je viens d'apprendre que dans leur fameux programme d'initiation à la sexualité, là, on présente le transgénérisme comme quelque chose de naturel. C'est pas naturel, c'est complètement construit, c'est une idéologie. On n'ose même plus dire aux enfants maintenant qu'il y a deux sexes biologiques. Alors, on n'est vraiment plus dans le savoir. On est dans une espèce d'idéologie née de ces courants de la bien-pensance. Et si vous n'êtes pas là-dedans, vous allez être rejeté de l'école. Ça, l'endoctrinement, il n'y a rien de pire pour déformer l'éducation. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est drôle, vous utilisez le même exemple que le philosophe Normand Baillargeon en commission parlementaire. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Il utilisait le même exemple, c'est-à-dire que... mais il y a pas, est-ce qu'avant de rentrer dans cette caricature de l'endoctrinement qui est la volonté de réfuter un fait biologique aussi primaire et simple et évident que celui de l'existence des chromosomes XX et XY, il y avait quand même une volonté de moraliser le discours constant. Toujours. Avant même, disons, cette apparition de ces idéologies-là. D'où ça vient, ça? Est-ce que c'est cette capacité d'avoir... d'où ça vient ce moralisme ou cette volonté de se donner une espèce de supériorité morale? Est-ce que ça vient de notre incapacité collective à agir sur le réel politiquement, qui a des influences sur le caractère, la psyché québécoise? Est-ce que c'est parce que, justement, on peut rien décider, on peut rien faire, on n'a pas de prise sur le réel, qu'on décide finalement de se recroqueviller sur un sentiment de supériorité morale? Je jette ça à vous, une théorie comme ça. Voilà, je dirais que c'est une question très complexe. Il y a sûrement je dirais, une indigence sur le plan de la formation, une indigence culturelle et intellectuelle. Ça, je pense que c'est assez évident. Il y a aussi cette idée que... Mais il y a des gens très éduqués qui font la morale. Oui, donc, d'où vient cette propension? Quand on a peur du savoir, on se rabat sur la morale. Oui? On se rabat sur des croyances, parce qu'on n'a pas de savoir, parce qu'on a peur du savoir,
parce qu'on a peur des connaissances, parce qu'on a peur des concepts. Alors, on se rabat sur des croyances, des dogmes, et ce qui circule là comme dogme, comme idée reçue, comme préjugé. Et je pense que ça joue beaucoup, ça. L'indigence intellectuelle conduit à une espèce de moralisme. Et toi, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses de ce passage du descriptif au normatif qui arrive assez rapidement dans l'analyse médiatique? Bien, ça trahit quand même une faiblesse, là, c'est-à-dire... oui, il y a beaucoup de morale dans les médias québécois. En fait, c'est ce qui prédomine. Et ça trahit, c'est ça, un manque de... Parce que, par exemple, une émission comme Tout le monde en parle, qui est sur la fin, en tout cas, on ose l'espérer, on fait un peu de normatif ici, mais il y a quand même une espèce de cadre un peu théâtral pour distinguer les bons des méchants, du bien et du mal, de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, quelle opinion est, disons, acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. C'est un peu ça, disons, le rôle que joue une émission comme Tout le monde en parle. Il n'y a pas ça dans toutes les cultures, il n'y a pas ça partout. Il y a des endroits où est-ce que, bon, il y a des conflits, et bon, il y a des gens, il y a des perspectives morales qui s'entrechoquent et tout ça. Au Québec, qu'est-ce qui explique un peu cette propension toujours à essayer d'identifier le bon du méchant pour que les gens ne fassent pas par eux-mêmes, disons, ce travail de discernement? Effectivement, tout le monde en parle qui est comme une sorte de petite inquisition quétaine, là, d'une certaine façon. Mais écoute, je sais pas, certains évidemment diront que c'est hérité du passé catholique, là, c'est-à-dire, bon, les bons catholiques face aux protestants, finalement, les Américains sont des protestants, donc ils sont impurs, on vient un peu à la pureté versus l'impureté. Donc, est-ce qu'il y a un fond catholique qui nous incite à moraliser constamment? En même temps, c'est ça. Ça traduit, c'est ça, un refus du débat, un aveu de faiblesse. Comment dire? Est-ce que c'est pas le passif, justement, le fait de ne pas pouvoir agir nous fait en sorte que on va obtenir notre dignité autrement que dans l'action? Donc, quand on peut pas agir, on ressent. On ressent. C'est peut-être un peu compensatoire, effectivement. Écoute, c'est peut-être le propre, effectivement, d'un peuple qui n'a pas de prise, effectivement, sur sa destinée, qui se rabat sur des injonctions morales un peu bidons, qui trahissent, c'est ça, pas sa faiblesse, mais son impuissance, finalement. C'est donc quelque chose de peu, c'est ça, caricatural, un peu triste aussi, dans le fond. C'est-à-dire, tu sais, c'est un peuple qui n'est pas responsable au sens qu'il n'a pas les moyens politiques de son existence et qui, c'est le réflexe du puceau. C'est-à-dire, par rapport aux États-Unis, eux autres, disons, ils ont été déviergés pas mal historiquement, les États-Unis. Ils se sont mêlés à beaucoup de conflits. Et tu as toujours le Québec qui, lui, n'a jamais participé, en fait, à l'histoire et qui moralise constamment et qui justifie son inaction qui par la morale. C'est ça, qui diabolise ceux qui ont osé, en fait, eux, entrer dans l'histoire. Donc ça, c'est très, très, très... ça décrit bien un peu les patterns dans lesquels on est. C'est l'impuissance révélée. Donc, comment arriver à une solution? Est-ce que c'est... Bon, il y en a qui diraient l'indépendance. Là, on pourrait politiquement devenir... Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail psychique à faire ou psychologique même, au sens où on ne pourra pas être indépendant politiquement, c'est-à-dire ensemble, collectivement, d'agir sur le monde, tant qu'individuellement, on ne sera pas capable de le faire dans nos vies quotidiennes, non? Il va falloir que les Québécois choisissent. On a un chapitre, justement, qui s'est intitulé la schizophrénie, une schizophrénie politique. Et donc, il y a cette espèce d'ambivalence permanente aussi des Québécois qui ont été incapables de choisir, finalement, entre le Québec et le Canada. C'est sûr qu'il faut l'avouer, là, le fait que le Québec ne soit pas un pays n'a pas amélioré, je pense, les choses à long terme. À court terme, est-ce qu'il y aurait des dérives autoritaires? Bon, c'est ce que les libertariens, entre guillemets, reprochent constamment aux souverainistes. Depuis la pandémie, c'est vrai. Est-ce que le Québec serait traversé? Un Québec souverain serait-il plus autoritaire qu'un Québec intégré au Canada, le Canada qui, par ses chartes, sa constitution, retient, entre guillemets, les instincts peut-être autoritaires du Québec. Ça, c'est l'argument des fédéralistes. Mais on peut se poser la question, est-ce que, Claude, un Québec souverain, dans les premières années, serait traversé, par exemple, par les travers
qu'on a connu durant la pandémie. Là. Parce qu'on connaît des pays indépendants pour qui c'est pas une réussite, d'une certaine façon, entre guillemets. Leur indépendance, du moins jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas à voir... ils sont quand même dans certains travers. Et donc, est-ce que l'indépendance politique est suffisante pour pouvoir permettre à un peuple de se déployer? Je ne crois pas. L'indépendance politique clarifierait bien sûr la situation du Québec sur le plan de l'autonomie gouvernementale. Ça, c'est évident, mais c'est pas simplement l'indépendance qui assurerait le progrès du Québec. C'est d'abord et avant tout, vous l'avez mentionné, c'est-à-dire la force, le dynamisme, les passions, les valeurs des citoyens. Et ça, actuellement, je vais vous dire qu'on est loin de cette condition préalable. C'est-à-dire que le peuple, on l'a dit, du Québec est morne, est terne, et sans vitalité, sans élan. Comment espérer d'un peuple qui manque autant de dynamisme, qui ne sait pas qui il est, ne sait plus qui il est? Comment espérer que ce peuple décide de se prendre en main? C'est assez inquiétant. Vous savez, l'élection fédérale m'a montré qu'il est fort peu probable que le Québec parvienne un jour à une pleine autonomie, à une pleine indépendance politique et sociale. Vous savez, quand vous voyez un espèce de grands financiers, banquiers, oligarques susciter autant d'engouement dans un Québec francophone. Vous savez, d'après les sondages, cet homme-là va remporter la majorité des sièges au Québec. Hein? Ça veut dire que les francophones peuvent choisir n'importe qui au nom de leur confort, au nom de leur bien-être. Que ce soit un banquier, un oligarque de la pire espèce, mondialiste, wokiste, écologiste radical, c'est ça, Marc Carné. Et en plus, c'est un homme très totalitaire. Là. Il va vous empêcher de penser d'une certaine façon. Il va vous empêcher, là, avec son projet, là, vous savez, d'encadrer Radio-Canada dans la Constitution. C'est incroyable. Ça veut dire que vous allez avoir un récit officiel et si vous ne partagez pas ce récit officiel, vous ne pourrez même plus vous exprimer. Ça, c'est Marc Carné. Mais les Québécois vont lui donner leur accord. C'est incroyable. Alors, comment voulez-vous qu'un peuple aussi faible se prenne en main? Moi, je désespère et je dis que c'est presque impossible. À vue humaine, en tout cas, on peut voir les raisons qui vous mènent à ce diagnostic et on peut penser aussi que, d'une certaine façon, cette volonté de soumission, entre guillemets, à une autorité, ferait en sorte que, même si on avait les pleins pouvoirs, disons, à Québec, au Parlement, on ne saurait pas quoi en faire, finalement. On ne saurait pas parce qu'on ne saurait pas la mesure de la liberté, de la capacité de nos propres... parce que c'est une chose de savoir qui on est, c'est une autre chose de savoir où l'on va et comment y arriver. Donc, les instruments politiques pourraient éventuellement nous mener quelque part, mais saurions-nous où aller? C'est une autre question. Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard, en terminant, puisque c'est malheureusement tout le temps que nous avons, votre livre, 12 propositions pour un Québec vivant, publié chez Libert. Qu'est-ce que vous avez, quelles sont les réactions que vous avez depuis sa publication et qu'est-ce que vous espérez que votre ouvrage puisse produire, puisque vous avez terminé, Claude Simard, sur un constat très négatif et quand même sans vraiment véritablement d'espérance, mais ce qui n'est pas totalement juste puisque vous avez écrit ce livre. Donc, vous espérez quelque chose quand même. Oui, on espère. C'est pour ça que le livre s'appelle 12 propositions. C'est-à-dire qu'on a fait des propositions pour renouveler le Québec, pour lui inculquer un peu plus de dynamisme, un peu plus de fierté, etc. Alors, moi, je l'espère encore, je l'espère. Il faut toujours garder espoir, vous savez, que le Québec se redresse et reprenne un certain dynamisme. Le Québec a connu beaucoup de dynamisme dans les années 60-80, vous savez, à l'époque où le Québec affirmait sa nationalité. Ben, peut-être qu'un jour, peut-être que bientôt, on va retrouver cet essor, peut-être, je l'espère. Et bon, la première chose, c'est de faire un bilan, un diagnostic, c'est ce qu'on a fait dans notre livre, et ensuite de trouver des moyens pour arriver à résoudre les problèmes qui sont en train de miner le peuple québécois.
gardons espoir. Jérôme Blanchet-Gravel, vous, les réactions que vous avez reçues et comment ce livre pourrait, selon vous, apporter au moins sa petite pierre à l'édifice de la reconstruction et du réveil québécois? Bien, il faudrait quand même que certains politiciens le lisent d'abord. Ce serait bien qu'ils tirent certaines leçons de On ce les livre. invite. Je sais que ça fait quand même son chemin, là, tranquillement. Donc, les réactions sont bonnes, mais en tout cas, c'est celles qu'on a eues d'amis, de proches. Les gens trouvent quand même, je pense, que c'est un livre assez courageux dans le sens où on dit des choses un peu tabous, là, un peu voire beaucoup tabous. Par exemple, sur l'hypocondrie dont on n'a pas un peu discuté, mais on offre, c'est ça, on offre des pistes de solutions. Est-ce que certaines d'entre elles peuvent cheminer? C'est possible quand même. Par exemple, sur la taille de l'État, est-ce que quelqu'un va finir par comprendre qu'au gouvernement, que le modèle québécois est à bout de souffle? On a un peu quand même eu l'impression de dire des évidences malgré tout. Hein, mais il faut croire que tout le monde n'aura pas nécessairement l'audace de dire ces évidences-là. En considérant le budget du Québec, je pense que ça reste une évidence qui n'est pas mise, dont les conséquences... Que la réalité nous rattrape. Ben, exact. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin d'un effondrement d'une certaine façon, au Canada comme au Québec. Donc, ça se pourrait que la réalité nous rattrape et que ce qu'on propose, par exemple, justement, dans le diminuer la taille de l'État, s'impose, cette proposition-là s'impose d'elle-même à partir du moment où les jeunes n'arriveront plus du tout dans quelques années. Donc, l'histoire reste très imprévisible. Il y a quelques semaines, on ne savait pas que Donald Trump voudrait, par exemple, annexer le Canada. On ne sait pas encore exactement si c'est sérieux, mais il y a quand même dans l'histoire des événements très imprévisibles. C'est pas totalement impossible que par des conjonctures assez particulières, il y ait quelque chose comme un réveil au Québec. Parce que l'histoire est comme ça. Évidemment, ça va prendre des bouleversements, par exemple, parce que c'est une société qu'on décrit, évidemment, qu'on présente comme anémie, etc., qui est atrophiée, qui est atomisée. Mais peut-être, je sais pas. Ça prendrait peut-être des événements violents. Je sais pas. Qu'on subirait de l'extérieur et qui Exactement, nous permettrait de nous violence, réveiller, évidemment. de susciter au moins la volonté d'un réveil. Et votre livre sera disponible à ce moment-là pour pouvoir nous orienter lorsque ces événements se produiront. Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard, je rappelle que vous êtes les auteurs de ce livre, 12 propositions pour un Québec vivant, publié aux éditions Libère. Alors, à tous les deux, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite et la publication et la vente de ce magnifique ouvrage dont, pour nos auditeurs qui voudraient se le procurer, est disponible sur le site de Libère ainsi que sur les informations bibliographiques qui sont disponibles, bien évidemment, au Libre Média, sur le site de Libre Média, au libre-média.com. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique. Vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.